Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Aujourd'hui vous êtes avec Bernard et nous allons parler dans cette émission du dernier film de notre ami Pedro Fidalgo, ce film qui s'intitule « N'effacez pas nos traces », Dominique Grange, une chanteuse engagée. Pedro a projeté son film le 29 janvier 2022 à Paris, au cinéma Saint-André-des-Arts, devant un très large public. Mais c'était un public essentiellement composé de personnes qui avaient participé à la production du film. Alors, la salle a ovationné le film à l'issue de la projection, et Dominique Grange, qui était présente avec Tardy et l'équipe de réalisation, a déclaré « J'avais un peu peur, mais maintenant je suis rassuré. » Et elle avait raison d'être rassurée, car le film de Pedro Fidalgo est une véritable réussite. Le samedi 12 février 2022, Pedro avait choisi, pour l'avant-première publique de son film, un cinéma associatif qui est aujourd'hui occupé et qui est menacé aussi d'expulsion. Ce cinéma est le cinéma La Clé à Paris, dans le 5e arrondissement. C'est un cinéma que nous connaissons bien car depuis sa création, en 1973, Jean-Pierre, syndicaliste de la Caisse d'épargne, qui est d'ailleurs propriétaire des Murs, était responsable de la programmation du cinéma et il a toujours favorisé l'organisation de festivals et de projections suivies de débats parfois animés. Et c'est dans ce cinéma d'ailleurs que j'ai eu aussi le plaisir d'organiser des projections de films, comme des films sur Mouna, sur René Dumont, sur Robert Jospin et bien d'autres. Et j'étais donc très content de me rendre à la projection d'Effacez pas nos traces pour faire un petit reportage avec Dominique Grange et l'équipe du film, et aussi le public. Alors voilà, j'arrive devant le cinéma La Clé, à la rue de Banton, à Paris, dans le 5e. Et ce cinéma a une grande banderole en haut qui s'appelle « La culture a horreur du vide ». Alors effectivement, c'est un cinéma qui actuellement est occupé parce que les cinéastes qui l'occupent sont menacés d'expulsion. Mais la programmation continue et ce soir, on va passer le film de Pedro Fidalgo, « N'effacez pas nos traces », le portrait de l'artiste engagé Dominique Grange. Bon, alors effectivement, il y a bien La Clé, cinéma occupé. Nous voulons un cinéma associatif et une programmation indépendante. Bon, alors je vais pénétrer dans ce cinéma. Voilà, alors la salle est bourrée pour les gens qui attendent là pour rentrer dans la salle. Il y a plein de personnes. On peut boire, on peut manger, il y a les occupants, mais il y a aussi tous ceux qui sont venus voir différents films. Et on a l'impression que quand même il va y avoir quand même du public qu'on va pouvoir peut-être interroger en sortant. C'est un copain qui travaille, c'est Cyril qui travaille avec moi à l'usine et qui est là aujourd'hui pour voilà, et la clé aussi. Mais est-ce qu'il a besoin d'être soutenu, Pedro? Bah oui, comme tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais à la clé alors toi? Comment tu t'en occupes? Alors moi je m'occupe pas trop de la clé, mais je suis un spectateur régulier, on va dire. Et là j'ai programmé un film aujourd'hui, donc je suis content. C'est le premier film que je programme à la clé. Et tu connais Pedro depuis combien de temps là? Je le connais depuis 6 mois. Et tu as déjà vu le film? J'ai pas vu le film. Je connais pas du tout son œuvre. Bon, voilà. Mais tu vas le découvrir et puis tu m'en parleras après. Ok. Alors apparemment la séance va être ouverte sur 2 salles, étant donné qu'il y aura peut-être pas de place pour tout le monde. Cette projection a donc beaucoup de succès, beaucoup de jeunes actuellement. Des gens qu'on connaît, il y a aussi M. Miller qu'on a salué. Il y a bien sûr Tardy et bien d'autres, et puis Pedro est très occupé parce qu'il va certainement faire la présentation du film. Donc encore un peu de salle, les gens ont fini de manger, ils ont fini de boire, il y a toute une cuisine qui a été installée
puisque à 6h du matin, paraît-il, il y a quand même beaucoup de monde qui viennent et qui sont encore présents. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chéfaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Regardez l'exploité quand il rentre le soir, et regardez les femmes qui triment toute leur vie. Vous qui bavez sur nous, qui dites qu'on s'embourgeoise, descendez dans la mine à 600 mètres de fond. C'est pas sur vos tapis qu'on meurt de silicose. Vous comptez vos profits, on compte nos mutilés. Regardez-nous vieillir au rythme des cadences. Patron, regardez-nous, c'est la guerre qui commence. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Et vous les gardes-chiourmes de la classe ouvrière, vous sucrez sur notre dos, ça ne vous gêne pas. Vos permanents larbins nous conseillent la belote et parlent en notre nom au bureau du patron. Votez, manipulez, recommencez Grenelle. Vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus. Il n'y a que deux camps, vous n'êtes plus d'une autre. À tous les collabos, nous on fera la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Baladez-vous un peu dans les foyers putrides où on dort par roulement quand on fait les 3-8. La révolte qui gronde au foyer noir d'Ivry annonce la vengeance des morts d'Aubervilliers. C'est la révolte aussi au cœur des bidonvilles où la misère s'entasse avec la maladie. Mais tous les travailleurs immigrés sont nos frères, tous unis avec eux, on vous déclare la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. La violence est partout, vous nous l'avez apprise. Patrons qui exploitaient et flics qui matraquaient. Mais à votre oppression, nous crions résistance. Vous expulsez Kader, Mohamed se dresse. Car on n'expulse pas la révolte du peuple. Peuple qui se prépare à reprendre les armes que des traîtres lui ont volées en 45. Oui, bourgeois contre vous, le peuple veut la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le camp du peuple est notre camp, nous sommes les nouveaux partisans. Vous venez d'entendre la chanson de Dominique Grange, Les Nouveaux Partisans, une chanson de 1970 qui reste toujours d'actualité. Et c'est la chanson que l'on entend d'ailleurs sur le générique de fin du film de Pedro Fidalgo. Alors le public du cinéma La Clé a applaudi longuement le film et je vais essayer de recueillir quelques réactions du public à la sortie de la salle. Vous pouvez me dire un mot sur le film, si ça vous a intéressé ou non? Là, à chaud comme ça. À chaud, en sortant. Est-ce que vous avez envie d'aller lutter un petit peu en sortant? Ah bah oui, on lutte déjà. Déjà en ayant lu la BD, ça m'avait donné envie. Et je trouve que c'était quand même assez surprenant. Enfin, on a beau voir un film en sachant qu'on va être d'accord,
Moi j'ai quand même été surprise par le regard qui était posé, parce que justement c'est le regard d'une vieille militante et en fait j'en connais pas des tonnes. Du coup ça m'a plu, je crois. Bon, voilà. alors vous êtes une jeune militante et ça vous a plu. Ouais, ouais c'est ça, ouais. Moi je l'ai trouvé super. Je l'ai trouvé très intéressant, très complet. Ça m'a rappelé plein de choses. Et puis, puis toutes les chansons, en fait, qui m'ont bercé dans mon adolescence, en fait. Et moi, j'avais connu, la première fois que j'avais vu Dominique Grange, c'était un meeting de la CNT à la Mutualité. Et c'est vrai que, bon, après, je l'ai revu très longtemps après, parce que j'avais pas vraiment suivi les circonstances. On fait que je l'avais pas beaucoup vu, puis une fois je l'ai retrouvé à la CNT avec Tardy, et puis ça m'a fait un drôle d'effet parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais toutes ces chansons de l'époque, des années 70, moi je les ai chantées à la maison avec mon oncle, avec ma famille, quoi, et ça m'avait fait drôle de le voir là ce soir. Mais je l'ai trouvé très bien fait, le film, parce que il y a vraiment une chronologie intéressante et en même temps des similitudes avec ce qui se passe aujourd'hui encore. C'est quand même un film qui peut être très actuel dans beaucoup de luttes sociales, quoi. Et vraiment, il est bien, il n'y a pas de coupure, c'est bien enchaîné. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film? L'histoire sur le racisme dans la France. Pour moi, c'est la première fois que j'écoute un type de choses comme ça. Et sur l'histoire des enfants adoptés, des Chiliens. Et je suis intéressée pour ça, cette type d'histoire. Je suis d'Amérique latine. Vous êtes du Chili? Je suis bolivienne. Bolivienne? Près de Chili, oui. Donc vous avez compris un peu tout ce qui se disait concernant l'Amérique latine aussi? Oui, j'avais compris bien. Et aussi, je suis intéressée parce que l'histoire c'est très proche de l'histoire d'Amérique latine. Et parce que en Bolivie, on a vécu une dictature aussi. Et pour ça, j'étais intéressée à l'histoire. Et quand vous sortez du film, vous pensez que vous allez continuer à lutter? Bien sûr, pourquoi pas. Et en plus, pour moi, c'est intéressant l'histoire sur l'activisme. Et je crois que c'est comme une lutte. Et nous devons lutter pour notre droit et tout. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Et désolé pour mon français, mais j'essaie de J'ai très bien compris. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Et son parcours, donc, est intéressant pour vous? Très dense. Le film est dense, en fait, pour tous les combats qu'elle mène. Je dirais que c'était difficile de couper un peu dedans, de monter. Le réalisateur et le monteur en parlent de cette problématique-là. Pendant un moment, ils en ont parlé. Je trouvais qu'il était peut-être un peu long, mais comment couper dans l'histoire, quoi. Enfin, c'est ça, c'est quel choix faire pour couper un peu. Mais très intéressant, pour moi qui connaissais pas, en fait. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un film qui va rester actuel? C'est-à-dire que ce qui est développé dans le film maintenant, ça peut encore donner justement ce qu'elle dit, qu'elle veut le transmettre à des jeunes? Bien sûr, et je pense que les jeunes qui font partie peut-être maintenant des mouvements, d'ailleurs il y en a beaucoup dans la salle, mais qui font partie du mouvement actuel, les gilets jaunes notamment, ils vont trouver une filiation en fait. Comme elle le dit, l'histoire se répète, mais on peut pas... enfin voilà, c'est une filiation, quoi. Et, mais 68 appartient, comme la Commune, comme c'est une histoire de barricade, quoi. Voilà, enfin, ça fait pas ancien combattant de 68 quand même. Non, mais pas du tout. Parce que les 68ards sont des fois un peu... C'est l'étiquette qu'on colle, ouais. Mais il faut des noms pour tout. Maintenant, c'est les wokistes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est les gilets jaunes. Il faut des étiquettes pour tout. Mais dans le fond, c'est le même désir humain de révolte, de colère et mais je trouve ça super. Et c'est éclairant là-dessus parce que les gilets jaunes, il y avait un a priori. J'avais pas trop d'a priori sur mai 68. Enfin, voire pas du tout. Mais les gilets jaunes, au moment de la naissance des gilets jaunes, je sentais que c'était pas les mêmes raisons, les mêmes motivations, et je me disais oula. Mais au fond, c'est ça, c'est un mouvement populaire, et basta, une révolte
J'ai cru qu'il y avait un politique, je ne sais plus lequel, qui parlait au moment ou un sociologue, enfin je sais plus, qui parlait de jacquerie au moment du. Je trouvais ça, enfin il faut les coller des étiquettes surtout. Mais c'est vrai que peut-être que les motivations en fait des gilets jaunes et de 68 n'étaient pas les mêmes. Pas du tout les mêmes, mais c'est un mouvement de révolte quand même. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous pensez du film? Vous l'aviez vu déjà? Non, je ne l'avais pas vu encore, non. Et j'ai bien aimé, le montage c'était super, c'était très 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 bien filmé. Et voilà. Et vous êtes aussi dans le cinéma? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout? Non, pas du tout. Mais vous avez quand même apprécié la mise en scène? Tout à fait, tout à fait. Et le montage, je l'ai trouvé absolument... Et vous connaissiez Dominique Grange? Oui, je connaissais. Moi, je connais Pedro depuis longtemps, donc je connais les projets depuis longtemps. Je ne suis pas la personne la plus... Vous l'avez suivi? Non, je pense. Désolée. Bonjour, vous voulez me dire quelque chose sur le film, si ça vous a intéressé? Parce que comme je vois que vous êtes jeune, ça vous concerne. Est-ce que ça vous touche encore? Oui, moi j'ai découvert récemment ces musiques à Dominique Grange. En fait, c'est des témoignages qui nous touchent, nous, en tant que jeunes, pour nous pousser. Moi, ce qui m'a touché aussi, c'est l'intervention dans le débat d'un jeune qui demandait comment on s'engage, et d'une autre personne aussi qui demandait et comment on continue aussi à militer. Et ce genre de témoignage, c'est précieux. Et toutes les images de... moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était le parallélisme entre les luttes de 68 et puis même la commune, toute la perspective historique et tout ce qui est lutte actuelle. Et c'est vrai que personnellement, moi, ça me donne de la force pour continuer. Donc c'est vraiment le message que je retiens. Puis c'est compliqué en fait de faire face un petit peu à la désillusion actuellement, parce qu'on se dit mais où est-ce comment on fait quoi, et s'inspirer de personnes comme ça, c'est vraiment... Et parce que vous 1968, vous n'avez pas connu, bien sûr. Pour beaucoup de jeunes, c'est la guerre de 14. Donc maintenant, vous avez l'impression que ces luttes qui reprennent aujourd'hui et qu'elles ont raison de reprendre. Oui, et puis... dans les manifs, de temps en temps, on entend aussi des chants, par exemple la Semaine sanglante, on l'a pas mal entendu cette année dans les manifs, et du coup ça nous rappelle que il y a eu énormément d'étapes avant, et ça nous permet de nous inspirer de ces étapes-là aussi, donc puis ça nous montre aussi que c'est encore la mémoire est encore hyper présente. Très bien. Ça fait bien d'être aussi à la CNT pour continuer à lutter contre le capitalisme et le bras armé qui est le fascisme, là pour nous faire taire et faire effacer notre histoire de militants et tout ce que nos camarades ont combattu et sont tombés contre le fascisme et le capitalisme. Et ce film fait énormément de bien et nous rassure dans nos convictions. Mais tu vois, Philippe, c'est intéressant parce que Pedro vient d'un pays qui a connu le fascisme. Et toi aussi de l'Italie, tu as connu un pays qui a connu le fascisme. Oui. Et on a l'impression qu'actuellement, dans la période actuelle, qui est une période pré-fasciste, on se demande si ces personnes n'ont pas été plus sensibles. Oui, on est très sensible, et j'étais très sensible aux militants italiens là, qui ont été en France et qui a été évoqué, notamment le kidnapping de l'Italie envers un de ses militants. Ça me sensibilise énormément, et je crois qu'ils ont le droit, eux aussi, à poser leurs valises. Et je pense que le combat contre le fascisme continue, et il n'y aura pas la paix tant qu'il y aura un fasciste et un capitaliste sur Terre. Parce qu'ils ont une mentalité qui n'évoque qu'une chose, la guerre et la destruction de l'homme. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très intéressant la question sur la mémoire. Parce que c'est vrai que nous, avec ma camarade ici, on fait de la recherche, on est des étudiants-chercheurs en master, et on travaille sur des sujets qui sont liés aux luttes politiques. Et donc on est tout le temps confronté à cette question de la mémoire, et j'ai trouvé ça intéressant de critiquer cette mémoire figée dans des musées, derrière des vitres, alors qu'en fait la mémoire elle se vit, et elle se vit aussi, c'est les récits. Moi je travaille en littérature postcoloniale, donc l'oralité c'est des sujets qui me touchent, sur la mise en récit sans cesse renouvelée, qui fait exister la mémoire au présent et pas comme quelque chose dans le passé. Ça m'a beaucoup touchée. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture
n'a pas été incendié, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné, même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné, même si vous avez fermé votre porte à notre nez, une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné, même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavés, sans barricades, sans blessés et sans grenades, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné, même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez. Chacun de vous est concerné. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Dominique Grange, dont vous venez d'entendre la chanson « Chacun de nous est concerné ». Et nous suivons aussi le film de Pedro Fidalgo, « N'effacez pas nos traces ». Vous avez entendu d'ailleurs quelques réactions de spectateurs et de spectatrices à la sortie du film, qui a été projeté dans le cinéma en lutte de Laclais, à Paris, et Dominique a répondu à l'issue de la séance à quelques questions. Là, en l'occurrence, je suis obligée. Vous savez, moi je pense que c'est l'âge. C'est qu'on ne sera pas éternellement là, qu'il y a un moment où il faut dire des choses si on a envie de les transmettre. Et moi j'ai envie de transmettre ça, pas comme quelque chose d'exceptionnel, juste comme un parcours qui s'est effectué dans un contexte politique particulier qui n'est plus celui d'aujourd'hui, hein, puisque la lutte des classes ne se mène plus tout à fait dans les mêmes endroits qu'à l'époque, où on avait tous ces bastions ouvriers, bon, les usines automobiles, etc., textiles et autres. Donc aujourd'hui, les choses se présentent différemment, mais vous, les jeunes, vous êtes confrontés à ça, vous êtes confrontés à cette situation. Et c'est l'envie de vous dire que dans tous les cas de figure, on peut se battre. Dans tous les cas de figure, dans tout ce qui se présente devant nous comme obstacle à l'émancipation, à la libération, comme atteinte aux droits humains, il faut se battre. C'est pas seulement qu'on peut, c'est qu'il faut. Il faut résister, on a les moyens, on a l'envie, on a l'énergie, etc. Donc voilà, le bouquin, ça a été ça. C'était un moment où Bon, Tardim, il ne veut pas participer au débat, il fume. Mais il me disait tout le temps, vas-y, écris tes trucs, écris ce qui s'est passé, parce que c'est un témoignage et qu'on a besoin de témoignages pour éclairer un petit peu les choses et pour donner de l'espoir aussi. Donc voilà, je l'ai écrit et on l'a fait ensemble. Et puis, alors le film, c'est autre chose. Le film, c'est Pedro qui est venu me voir un jour, il y a 4 ans maintenant, hein. Plus, oui. On a commencé à filmer en 2015 les premiers essais. Il m'a fait faire un bout d'essai avant quand même. Alors je lui ai dit, mais quoi, tu veux faire un film avec moi, mais quoi, je suis pas morte et tout. Et toi qui es tout jeune, comment ça se fait que ça t'intéresse? Et alors il m'a expliqué ses motivations, il m'a montré, il m'a fait découvrir le film qu'il a fait avec le chanteur portugais, auteur-compositeur José Mario Branco, que j'ai beaucoup aimé, Mudar de Vida.
Et puis on a parlé de ça, on a commencé à parler de la chanson de lutte, ce que ça pouvait véhiculer, comment ça pouvait toucher les gens de façon assez directe, en quelques minutes, 3 minutes. 3 minutes si on veut passer à la télé, mais sinon, moi j'en fais qui ont 6-7 minutes, hein, sans problème, comme ça je suis sûre de ne pas passer à la télé. Non, je plaisante, hein, je suis censurée depuis longtemps. Bref. Donc ce moyen direct qui est fort, qui est flagrant, qui peut être repris par plein de gens ensemble, et ça donne de l'espoir et ça fédère des mouvements. Je suis très attachée à cette forme d'expression populaire. Et Pedro, c'est exactement ce qui l'intéressait, mais il va vous le dire beaucoup mieux que moi. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis après, c'était long parce que c'est toujours long le cinéma. Oui, ce qu'il y a, c'est que tout départ, Dominique et Tardy travaillaient sur le spectacle sur la guerre, putain de guerre. Et moi, je venais avec une envie de parler de lutte sociale, mai 68, aujourd'hui, ce qui n'était pas évident, parce que finalement, quand je vous accompagnais, j'avais pas forcément envie de faire un film uniquement sur l'antimilitarisme ou sur la guerre. C'était très bien, j'étais très content de connaître ce spectacle et de voir comment le spectacle pouvait combiner chansons, dessins, avec les accords zéab, c'était vraiment très riche, mais je ne savais pas comment construire un film à partir de ça. Et c'est bien plus tard, en 2018, quand il y a les 50 ans de mai 68, qui prépare l'album Chacun de vous est concerné, où effectivement il y a des nouveaux enregistrements des chansons de mai 68 et autres, et ce qui m'a permis aussi de trouver un fil conducteur plus proche de ce que je cherchais ou imaginais au départ. Et ça, c'est pour ça aussi peut-être le temps que ça a pris aussi à que je trouve quelle est la forme à donner au film. Parce qu'en documentaire, bon, il y a beaucoup de cinéphiles ici, les gens s'y connaissent un peu. C'est toujours, voilà, c'est pas comme la fiction où tout est presque, on a écrit, on va faire ce qu'on a prévu. Là, c'est vraiment des imprévus tout le temps. En documentaire, on découvre le personnage, on apprend à se connaître. Aussi, le personnage apprend à connaître les réalisateurs, et c'est un travail qui a été fait ensemble, donc ça a pris quand même du temps. Et surtout le montage aussi, parce que quand on se trouve avec presque 200 heures de rush, on se dit maintenant comment on va faire tout ça, et c'est pour ça qu'il y a de bons monteurs qui apparaissent pour nous cadrer et nous canaliser et aider à construire un fil conducteur cohérent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et après, une autre difficulté que j'ai pu trouver, ou qu'on a pu trouver en montage, c'était le fait que, comme Dominique a écrit des chansons sur plusieurs thématiques différentes et très diverses, sont des luttes très différentes, c'était comment les faire cohabiter. Parce que parler de la libération animale, en même temps qu'on parle d'antimilitarisme, et à la fois on parle de conflit en Israël avec la Palestine, donc c'est très compliqué de pouvoir articuler des thématiques très différentes. Et bon, c'est là que dans le montage, c'est le grand travail qu'on a essayé de construire, c'est comment on peut maintenir toute une liaison, c'est toujours le même personnage, les mêmes gens, mais dans un contexte des luttes qui se nourrissent les unes les autres, donc les rivières souterraines, comme les abeilles qui se nourrissent les unes les autres, et qui peuvent être transversales et, au fur du temps, et aussi cohabiter au même moment. N'avons pas trouvé dans nos livres d'histoire, au fil de quelques pages qui vous sont consacrées, trace des utopies auxquelles vous vouliez croire, et quand vous, insurgents, vous nous avez légué, paysans, artisans et ouvriers nomades, la faim n'arrête pas la cohorte des gueux. L'armée de la misère, montant aux barricades, sans culottes rebelles, partageux communeux. Mémoire des révoltes anciennes, que l'oubli cherche à recouvrir. Les rivières souterraines portent nos combats à venir.
nos combats à venir. Mais dans le sang versé des révolutionnaires, l'idée de lendemain différent s'esquissait, et les canuts de Lyon, capitale ouvrière, pour le droit au travail, jusqu'au bout se battaient. Puis le social enfin, terreau des résistances, mourir en combattant ou vivre en travaillant, inspirant des écrits, entra dans les consciences, opposant par la grève prolétaires et patrons. Mémoire, révoltes anciennes que l'oubli cherche à recouvrir. Les rivières souterraines portent nos combats à venir, nos combats à venir. Depuis les premiers temps de l'international, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Tant de combats menés pour la lutte finale mirent les hommes à terre, mais l'idée est debout. Et los piqueteros, los nadies solidaires, découvrant l'utopie de la fraternité, nous ont montré la voie par-delà les frontières, souvent au prix du sang ou de la liberté. Mémoire des révoltes anciennes que l'oubli cherche à recouvrir. Les rivières souterraines portent nos combats à venir, nos combats à venir. Mapuches du Chili, peuples originaires, christianisés de force, soumis ou massacrés, exclus, discriminés, spoliés de leurs terres, revendiquent leurs droits et sont emprisonnés. Pour mieux les isoler, on les dit terroristes. Pour mieux les condamner, on les fait délinquants. Mais depuis tout ce temps qu'ils demandent justice, rien ne les fera taire, ni eux ni leurs enfants. Mémoire des révoltes anciennes que l'oubli cherche à recouvrir. Les rivières souterraines portent nos combats à venir, nos combats à venir. Nous avons bien trouvé dans nos livres d'histoire les récits de conquête et de guerre coloniale. Algérie ou Vietnam, les prises de pouvoir par la terreur armée et le grand capital. Mais il faut enseigner aux enfants des écoles la souffrance des peuples bâillonnés par la peur, qu'ils sachent que les vaincus reprennent la parole et se lèveront toujours contre leurs oppresseurs. Mémoire des révoltes anciennes que l'oubli cherche à recouvrir. Les rivières souterraines portent nos combats à venir, nos combats à venir. Je m'appelle Nadir Adjerioua et j'ai rencontré Pedro par l'intermédiaire d'Anne-Marie Lallemand qui avait réalisé un documentaire dans lequel un des protagonistes était Dominique Grange déjà à l'époque. Quand Anne-Marie a entendu parler de ce projet de Pedro, je crois qu'elle a croisé Pedro avant moi, elle lui a dit qu'elle connaissait un monteur qui pouvait être intéressé par ce projet. Et donc Dominique avait déjà vu certains films que j'avais montés pour Anne-Marie.
Donc voilà, on se côtoyait dans un même réseau de réalisateurs, de monteurs, de techniciens, de films assez engagés. Et on a fini par se croiser en fait. Voilà, on a fini par se croiser sur un projet, je veux dire. Pas dans une salle de projection ou dans un café associatif. Cette fois, j'ai fait la connaissance de Pedro. J'ai vu son premier film, Mudar de Vida, que j'ai trouvé saisissant, quoi, vraiment. Le film m'a pris aux tripes. Il me l'avait passé sur un petit disque dur. J'hésitais à le regarder chez moi. Je savais que le film allait être projeté à la clé. Par souci, en fait, un peu comment dire... ça, c'est le côté un peu professionnel. J'ai tout de même visionné le film chez moi avant d'aller le voir en salle. Le film m'a beaucoup impressionné. Enfin, m'a fait forte impression, vraiment. Et du coup... on s'est rencontrés, on a discuté un peu, il m'a fait part de son projet, puis très rapidement on s'est vu à la maison, où là il est venu vraiment avec du matériel, pour que je puisse vraiment me rendre compte en fait du projet, des images qu'il avait fabriquées. Je commençais déjà à comprendre un petit peu sa façon de travailler. Entre son premier film et les rushs qu'il m'a présentés, il avait monté déjà certaines séquences, c'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, les deux monteurs du film, tu les as devant toi. Il est arrivé quand même avec des choses qui étaient déjà très construites, très abouties, qui n'ont pas subi énormément de changements sur les différentes étapes, sur les étapes de montage qu'on suivit avec moi, c'est-à-dire chez moi, sur mon éditeur. Et il a fallu, en fait, avec ce qu'il avait déjà fait, essayer de trouver un récit qui puisse englober tout ça. Et moi, ça m'a donné un peu une direction. Je savais que j'avais fait des films très lents, juste avant le sien. J'avais fait un film assez lent et assez contemplatif, en fait. Et j'ai tout de suite compris que lui, son rythme était beaucoup plus... Il y avait un tempérament nerveux, quoi, dans ce qu'il avait monté. Et il fallait que moi, je trouve que j'apporte quelque chose sans forcément copier ce que j'avais vu au montage, mais essayer d'amener quelque chose qui permette de lier ces séquences et qui ait un récit vraiment qui nous embarque du début à la fin. Et ça n'a pas été évident de trouver une forme. On a été interrompu par plein de choses. Voilà, je ne vais pas revenir sur tous les événements qu'on traverse depuis 2 ans. On a même à un moment donné décidé, nous, de continuer de travailler alors que tout s'arrêtait. On a mis en place des moyens techniques pour travailler à distance et continuer de travailler parce qu'on était vraiment à la recherche d'un rythme. Moi, je voulais vraiment que le tempo du film... Il y avait cette question de la musique qui est très, très importante, donc il fallait être capable d'intégrer la musique dans un tempo, dans un récit, d'essayer de faire quelque chose avec tout ça qui fasse sens. Et en fait, on s'est beaucoup laissé guider par le récit de Dominique, c'est un film biographique, donc à un moment donné, parfois on s'est retrouvé un peu perdu et on s'est dit non mais il faut écouter ce qu'elle dit, et puis on va essayer de retrouver quelque chose qui nous conduit à l'étape suivante à chaque fois. Donc ça a été un vrai travail collaboratif quand on était Pedro et moi derrière l'éditeur. Pedro montait aussi parfois chez lui, préparait des choses, des séquences qu'il amenait après à la maison. Et ensuite on mettait en place un dialogue lui et moi. Je pense que Pedro il avait besoin de quelqu'un pour dialoguer avec lui-même. Voilà. Et moi j'ai adoré en fait ce ping-pong qu'on a instauré entre lui et moi. Le fait qu'on ait vraiment une véritable liberté. C'est-à-dire qu'avec ce crowdfunding, cette levée de fonds, on ne s'est jamais posé la question de savoir ce qu'on pourrait dire et ce qu'on ne pourrait pas dire. Et quelque part, si on s'était posé cette question trop souvent, on aurait pu trahir le propos de Dominique Grange. Donc on l'a écouté pour se laisser guider et construire quelque chose qui soit un peu comme elle, quelque chose de nerveux, quelque chose de percutant, et quelque chose surtout qui fasse comprendre aux spectateurs comment elle établit des passerelles et des ponts entre toutes les luttes qu'elle a menées dans son existence. Je crois que le but du montage, c'était de faire comprendre ça aux spectateurs. Il fallait qu'à travers le montage, ils comprennent bien que pour elle, la lutte, c'est une course de fond. C'est une course de fond et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et donc elle continue, elle lâche pas l'affaire. Et il fallait que vraiment, il y ait le côté nerveux du réalisateur, Pedro, dont dans les images, on voyait bien dans les rushs qu'il était à la recherche de quelque chose, qui coupe, et puis il reprend, et puis il coupe, et puis il reprend. Et lui, au départ, était là à me dire « Oh là là, je t'amène un matériel bien difficile à traiter ». En réalité, je trouvais ce matériel super intéressant parce que ça témoignait de son degré en fait de recherche. Quand il est au milieu d'une manifestation, il se pose vraiment la question de créer, d'inventer un langage cinématographique. Et pendant tout le montage, il avait ce souci sans arrêt de me dire « Ce plan, on le garde pas, ça ne dit rien ». Et réellement, en assemblant 10 plans, il fait une phrase.
Et quand on revoit le film, on se rend compte que le film est très comme ça. C'est pas juste des images d'illustration de mouvements sociaux, à chaque fois ça dit quelque chose. Il y a tout ce qui est dit par Dominique Grange, et puis il y a tout ce que le spectateur peut interpréter par lui-même et connecter avec son propos par la force des images, des mobilisations successives qui continuent. Et puis bien évidemment la force des dessins de Tardi. Moi, quand il est arrivé avec ça, je suis un fan de Tardi depuis 25 ans. Je l'ai découvert à une époque où je m'intéressais beaucoup à l'antimilitarisme, où moi-même j'avais décidé de ne pas me présenter, en fait de ne pas aller au service militaire, ou en tout cas d'aller les voir pour leur dire que je n'irais pas. Et voilà, aujourd'hui, c'est 25 ans plus tard, je vis quelque chose de fantastique, je sais pas, je pense que quand on est persévérant et qu'on essaie de garder un niveau d'engagement dans son existence, même quand ça devient difficile et complexe comme aujourd'hui, on finit par croiser en fait les gens qu'on aime et travailler avec eux, voilà, pour justement essayer de faire des belles choses comme ce film. Alors Tardi, il utilise sa bande dessinée comme une lutte aussi. Dominique, ses chansons sont aussi des chansons de lutte. Est-ce que tu penses que ce film va aider maintenant à prendre conscience qu'il ne faut jamais arrêter la lutte ? Je pense que c'est ce que le film essaie de dire. Il y a une chanson qu'on entend souvent en fait dans le film qui s'appelle Les rivières souterraines, qui est magnifique. J'espère que le film donnera envie à plein de gens d'aller écouter la musique de Dominique Grange et de faire écouter vraiment ce que c'est que de la vraie chanson militante engagée, en plus là avec des arrangements qui sont majestueux. Ça a été une aventure vraiment de pouvoir mettre ces chansons dans le film. Les musiciens ont fait un travail incroyable. Ils ont dû parfois travailler 2 fois plus pour essayer de refaire les choses et puis de rentrer un peu dans notre format. On a beaucoup communiqué avec eux pendant le montage. Je pense qu'elle essaie dans cette chanson de nous expliquer que toutes les luttes sont liées, même si parfois on a l'impression de perdre à chaque fois. Moi je fais partie d'une génération où souvent quand on a voulu défendre des choses, on a perdu, et méchamment parfois. Moi elle me redonne un peu de l'espoir avec une vision justement qui nous permet de comprendre ça, que c'est vraiment une course de fond et que toutes les luttes sont liées et que c'est peut-être pas des échecs, c'est des batailles. Et il reste des choses et il faut continuer de se mobiliser, il faut continuer de faire des films comme ça, il faut continuer de parler, il faut continuer d'avoir des opinions subversives, il faut continuer de lutter. Voilà, et voilà, à un moment donné, c'est à nous un peu de déterminer ce que seront les choses. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Vous êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Mais ces chansons quand même, je les ai écrites dans la queue de la comète, si tu veux. Quand je lis que j'ai écrit à bas l'État policier sur les barricades, non, on chantait pas sur les barricades, on avait autre chose à faire. Mais par contre, on me posait sur une table de bistrot et puis j'étais tellement remplie de ce qui s'était passé la veille, de ce que j'avais vu, de la répression et tout. J'avais vraiment besoin de l'exprimer et envie de transmettre ça aussi.
Donc j'écrivais assez vite, hein, c'était un peu des chansons tracts, c'était un peu comme ce qu'a fait Godard avec le cinéma, quand il a fait les ciné-tracts, c'était pris sur le vif. Et là c'était pareil, parce que je pense, et je continue de penser que la chanson c'est une arme absolument exceptionnelle, et qu'il ne faut pas s'en priver, quoi. Alors justement, est-ce que ça t'a étonné quand tu es allé dans les manifestations pour le film, notamment, tu y vas peut-être d'ailleurs sans le film, et que tu as entendu encore chanter « À bas l'État policier » aujourd'hui? Bah oui, je me dis que elle est suffisamment peut-être facile à mémoriser pour être reprise. Tu sais, il y a des chansons, on voudrait les reprendre, mais elles sont pas faites pour être chantées ensemble. Il faut qu'une chanson, ça fédère des gens qui sont dans la rue, ça peut être pendant une manif. Malheureusement, je déplore que on chante beaucoup moins dans les manifs, on chante plus jamais l'international. C'est vraiment, nous on connaissait tous les couplets. Oui, mais il y a de grosses sonos maintenant. Oui, c'est ça, il y a des camions sonos qui nous balancent des trucs, et bon, bah c'est pas nous qui chantons, et je trouve que c'est pas pareil. J'aimais ça, j'aimais chanter avec les autres, avec les gens. Je pense toujours, quand je suis sur scène, je me sens toujours très seule, et je me dis que j'aimerais bien que toute la salle se mette à chanter. Ça arrive des fois, quand c'est un public assez militant, oui. Oui. Mais si tu veux, cette idée qu'on peut transmettre quelque chose en peu de temps, parce qu'une chanson c'est court, il faut que ça soit synthétique, il faut qu'il y ait quelque chose qui revienne régulièrement. C'est comme quand on raconte une histoire, il faut qu'il y ait un thème, il faut le temps de le développer, mais il ne faut pas trop. Et je suis attachée aussi, moi j'ai une écriture assez classique, parce que j'ai appris un peu à écrire les chansons avec Guy Béard. Eh oui. Et Béard, il était très classique dans ses structures de chansons, donc j'attache de l'importance à la rime. Je pense que la rime donne, on l'attend un peu quelque part, elle est plaisante à entendre. Les chansons qui riment pas, j'arrive pas à accrocher. Le nombre de pieds aussi des vers, qui est une espèce de quelque chose qu'on peut scander, comme il y avait dans les poèmes et même dans la chanson de geste au Moyen-Âge. Et donc c'est une arme, moi c'est mes oiseaux migrateurs, mes chansons, parce qu'elles peuvent traverser les murs, elles peuvent traverser les frontières, elles peuvent être reprises par n'importe qui, traduites. Il y en a une qui a été traduite justement par le groupe de José Mario Branco, c'est Nouveaux Partisans, qui a été traduite au moment de la Révolution des œillets. Ah, je ne savais pas. Bah moi non plus. Je le savais pas, c'est Pedro Fidalgo. Ah bon? qui m'a fait cette révélation. Il m'a dit mais oui, elle était chantée et tout, donc ça m'a fait un plaisir fou. Elle s'appelle pas Les Nouveaux Partisans, elle s'appelle Jusqu'à la victoire finale. Et José Mario Branco, tu le connaissais quand il était en France, exilé? J'ai fait un concert avec lui. On a fait un concert à la Mutu en soutien aux réfractaires et aux déserteurs des guerres coloniales de l'Angola. Et à part ça, je l'ai pas rencontré en privé. Enfin, on n'a pas dû être présenté. Je sais pas, c'est peut-être aussi bête que ça. Tu sais, dans les concerts de soutien, t'arrives, tu chantes, puis tu t'en vas, et puis quelquefois il n'y a pas, voilà. Et tu as vu le film de Pedro sur José Mario? Oui, bien sûr. Comment tu l'as trouvé? Mais je l'ai trouvé formidable. Je l'ai découvert parce que je connaissais pas toutes ses chansons. Et finalement, c'était quelqu'un de très modeste, parce qu'il n'a pas du tout cherché en France à se faire connaître, même dans les milieux militants. J'ai regretté beaucoup qu'il n'ait pas été plus présent. C'est toujours le problème des communautés en exil, qui sont souvent assez tournées vers l'intérieur, vers leur culture, continuer la culture, continuer à transmettre les combats à travers ces mots chantés. Dominique et José Mario, elle se souvient pas, bon c'était une autre époque, mais ils se sont rencontrés. Parce que j'ai un flyer et une affiche qui date de, si je ne me trompe pas, 71 ou 72, un petit flyer de soutien à un foyer d'immigrés portugais à l'époque, et ils avaient un soutien aux travailleurs portugais, et avaient un gala de soutien avec quelques chanteurs, dont il y avait José Mario Branco, Sergio Godinho, qui est aussi un musicien très connu au Portugal, d'autres chanteurs portugais. Il y en avait 2 Français,
dont un des chanteurs, la chanteuse, c'était Dominique Grange. Et alors elle Donc m'a ça veut dire dit, qu'ils ont dû se croiser. et elle m'a dit aussi que une de ses chansons avait été traduite en portugais. Oui, bon, il y a la chanson Les Nouveaux Partisans, qui a été traduite par le groupe d'action culturelle, qui est un groupe qui a été fondé juste au début de la révolution des œillets, juste après la révolution des œillets, et qui regroupait toute une série de chanteurs engagés, et qui est devenu plus tard en annexe d'un parti maoïste portugais, c'était l'UDP. Et il y avait une des chansons de Dominique, donc Les Nouveaux Partisans, qui a été traduite en portugais sous le titre de Até a Vitória Final. Qui veut dire Qui est jusqu'à la victoire jusqu'à la dernière victoire, à la victoire finale. Et tu l'avais entendue cette chanson au Oui, Portugal? je l'avais entendue et j'avais pas associé tout de suite au départ. C'est plus tard que j'ai entendu, une fois commencé déjà à travailler aussi sur les chansons de Dominique, je me suis dit mais attends, mais il y a cette chanson portugaise qui en effet c'est la même. Et donc j'ai plus tard su qui l'avait traduite et comment ça s'était fait. Et José Mario Branco, pour le coup, il faisait partie de ce groupe. Il faisait les arrangements surtout de ce groupe d'action culturelle. Et alors justement quand tu es venu voir Dominique Grange, toi qui avais fait un film sur un musicien, un artiste de la chanson, en France tu aurais plutôt choisi quelqu'un qui luttait avec la chanson? Il y avait deux choses qui m'intéressaient. La première, c'est qu'une fois que j'avais fait ce film avec Nelson au Portugal, sur Nelson Guerreiro, le co-réalisateur, sur José Mario Branco, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en France, j'aimerais bien reproduire la même aventure. Ça veut dire reconstruire à travers un personnage musical qui porte le dos de l'histoire de son pays dans ses chansons, sur scène, et faire ça en France, notamment autour de mai 68, parce qu'il cherchait des chansons sur mai 68. Il y en a beaucoup, mais faites pendant 68. En ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de choses. Il y avait les chansons de Dominique et celles du comité pour le maintien des occupations de la Sorbonne par les situationnistes. Et je me suis dit, bon, c'est intéressant, ces chansons j'aime bien, elles sont vraiment le portrait de ces textes à cette époque, mais comment faire ça? Moi je n'ai pas vécu mai 68, je suis même pas né dans ce pays, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus, donc j'ai pas vraiment de choses à dire sur 68. Mais peut-être, si on transcrivait ces chansons dans le présent, en faisant comme une lutte prolongée, ça pourrait avoir un certain sens peut-être. L'état policier, en effet, l'état policier est toujours là, donc il n'y a pas. Donc c'est plutôt cette idée qui m'a fait m'intéresser à ces chansons, c'était les ancrer dans le présent et pas rester dans l'histoire, bien sûr qu'on parle, mais ce sont dit dans le film, mais pas rester dans un truc passéiste où on raconte comment c'était, ce que tout le monde connaît déjà. Voilà. Pour le film de Pedro, est-ce que c'est lui qui est venu te proposer de faire un film avec toi? Absolument, il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il faudrait qu'on se voit et tout. Il m'a expliqué ce qu'il avait fait avec José Mario. Et puis il m'a dit, voilà, je voudrais faire un film de la même façon, je voudrais faire un documentaire. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Parce que tu es très jeune, comment tu t'intéresses à ce que je fais, à mes chansons? Il m'a dit, mais oui, c'est les chansons de combat qui m'intéressent. Donc faire des portraits de chanteurs, d'auteurs-compositeurs, de gens dont c'est l'outil de lutte, la chanson, ça m'intéresse, ça me passionne. Il écrit des chansons vachement bien. Hein. Il est musicien? Il est musicien, oui. Donc évidemment, il a cette espèce d'empathie pour la chanson. Donc ça m'a emballé. En même temps, je lui dis, mais attends, je suis pas encore morte. Je trouvais que c'était mais oui. Oui, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste. Donc c'est vrai que c'était, moi ça me plaisait de transmettre des choses, que les générations qui viennent derrière nous sachent. On ne se présente pas comme des icônes, hein, comme j'ai lu ce mot, je déteste ce mot, ni comme des gens qui avons quelque chose à apprendre, mais à transmettre. Voilà. Donc c'est pas un legs autoritaire, c'est pas quelque chose qui s'impose, mais c'est à une époque donnée, il y a eu ces combats-là. Il faut s'en rappeler, il faut les inscrire dans l'histoire et se rappeler que des gens qui sont peut-être proches, des gens de la famille, des vieux, y étaient. Comme on avait, nous,
comme on a eu tellement de bonheur à retrouver des résistants, à en rencontrer, ou encore aujourd'hui, quand certains sont encore vivants, ou des rescapés des camps de concentration, on pourra parler avec ces gens qui ont vécu ça et qui nous disent quelque chose qui est encore vivant et qui est empreint de souffrance, ce qui n'est pas toujours transmis par les livres. Et quand il t'a proposé de venir justement dans les manifestations d'aujourd'hui, tu t'es senti comment par rapport aux manifestations que tu as connues par exemple en 1968 ? C'est très différent aujourd'hui. Ben moi j'ai jamais arrêté d'aller dans les manifs, hein. C'est pas Pedro qui m'a emmené. Bah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais seulement il m'a dit ah bon tu vas à telle manif, je vais venir avec la caméra. C'est plutôt dans ce sens-là que ça s'est produit. Ah bon, très bien, parce que ça n'était pas quelque chose d'organisé. Non, c'est ce qui était organisé, c'est qu'il avait la caméra, c'est tout, mais bon, je faisais pas tellement attention à la caméra, il filmait aussi bien le reste de la manif que les flics, etc. Alors là, on voit énormément de luttes. On voit la lutte pour le peuple palestinien. Oui. Ça, c'est quand même quelque chose qui te tient à cœur, je crois. Oui, ça me tient à cœur. Tu sais que les premiers comités Palestine ont été fondés en hiver, au cours de l'hiver 69. Je crois que c'était janvier ou février. Et c'était un peu à l'initiative des Mao à l'époque, dont j'étais. C'était parce qu'il y avait une base ouvrière de travailleurs immigrés qui était importante dans les usines, particulièrement les usines automobiles, en tout cas sur Paris. Et nous, on était très présents dans les usines, dans ces usines-là, dans les usines de bagnoles. Et plutôt chez Renault, plutôt chez Citroën. Les deux. Et puis la situation, les conditions de travail, les conditions de vie des travailleurs immigrés étaient telles qu'on ne pouvait pas prétendre militer pour la révolution et ne pas être avec eux, ne pas se tourner vers eux et les aider aussi, les aider à résister, à se battre et éventuellement à gagner des choses pour les conditions de vie particulièrement, puisque c'est quand même les bidonvilles étaient là partout. Donc ça fait partie de nos engagements très très rapidement. Même si on ne connaissait pas forcément très bien la réalité, la situation du peuple palestinien, comment ça s'était passé, etc. Il y a eu tout un apprentissage, et puis un apprentissage, c'est pas le bon mot, il y avait un intérêt, il y avait une motivation très forte chez nous à cet égard. Et puis après, les comités palestiniens, ils ont pris leur autonomie. La lutte du peuple palestinien s'est imposée aussi dans les ateliers. Enfin, elle avait sa place. Elle est arrivée en France de façon médiatisée, entre guillemets, parce que c'est pas les grands médias qui en parlent. Mais on peut pas vivre avec cette réalité et ne pas s'engager. Donc moi, je suis toujours engagée pour cette lutte-là et j'essaye, dans la mesure du possible, d'être présente dans des actions de boycott, notamment. Alors justement, on a dit que tu étais une chanteuse engagée à perpétuité, c'est vrai ça ? Écoute, jusqu'à présent, c'est une perpète qui dure. Oui, c'était une image, évidemment, mais bon... ça veut dire que j'ai pas l'intention de m'arrêter, quoi. Ça veut dire que oui. Tant mieux. Oui. Et je voulais dire aussi que j'ai écrit une chanson pour la Palestine qui s'appelle Détruisons le mur. Voilà. Qui ne passera pas sur les antennes, peut-être sur Radio Libertaire, on sait jamais. Dis-moi ce qu'il y a derrière le mur qui balafre notre horizon et qui défigure
la nature, avec ses plaques de béton. Petit, il y a nos oliviers, nos puits, nos sources, nos collines, et nos villages abandonnés, qui furent jadis la Palestine, qui furent jadis la Palestine. Dis-moi où est passée la mer que l'on apercevait au loin, avant qu'il s'empare de nos terres, depuis Gaza jusqu'au Jourdain. Petit, tu ne l'as jamais vue, elle est derrière les barbelés, elle est gardée par des blindés. La mer, on ne s'y baigne plus, la mer, on ne s'y baigne plus. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi ce qu'il y a derrière ce mur qui a coupé en deux nos vergers. On n'entend même plus le murmure du vent dans les arbres fruitiers. Des milliers d'arbres déracinés, tombés comme des héros sans gloire, témoignent de ce qu'ils t'ont volé. Petit ton pays, ton histoire, petit ton pays, ton histoire. Pourquoi les enfants de Gaza, assassinés par leurs missiles, où sont Ahed et Zacharia, et Muhammad et Ismaïl? Petit, l'occupant est sans cœur, il prend nos terres, il prend nos vies, il veut imposer la terreur, mais nous n'avons pas peur de lui, mais nous n'avons pas peur de lui. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. L'exil de nos frères bientôt finira, Palestine vivra, Palestine vaincra. Dis-moi combien de temps encore pour que mon peuple se libère, mon peuple exclu, saigné à mort, dans sa prison à ciel ouvert. Petit, résiste à l'oppresseur, comme Barghouti et Georges Abdallah, chasse les colonisateurs, comme l'a fait Nelson Mandela, comme l'a fait Nelson Mandela. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra. Détruisons le mur de séparation, halte à l'apartheid, à l'occupation. Brisons le blocus, libérons Gaza, Palestine vivra, Palestine vaincra.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre la chanson « Détruisons le mur » de Dominique Grange et nous sommes toujours au cinéma Occupé La Clé où nous venons de voir le film de Pedro Fidalgo « N'effacez pas nos traces ». Mais tu es allé chanter aussi à Ramallah. Oui. Alors on a été invité avec Tardy par l'Institut français de Jérusalem-Est et il y a eu une expo de son travail sur Putain de guerre, donc essentiellement consacré au dessin sur la guerre. Et puis c'est là qu'on a commencé à faire un petit spectacle autour de 14-18 avec des chansons, des projections de dessins et des textes que lui lit sur scène. Et après c'est devenu un vrai spectacle avec 5 musiciens, avec des projections sur un grand écran, etc. Mais on l'a fait à Ramallah et tout le spectacle était sous-titré, c'est-à-dire même les chansons. Ça, c'était formidable, tout était sous-titré en arabe. Donc le public était vraiment avec nous, hein. C'était pas les étrangers qui viennent faire leur truc et qui en ont rien à foutre que ça communique ou pas. Là, ça communiquait bien. Après, on a fait des rencontres avec des universitaires. Et on a essayé d'écouter, d'apprendre et de comprendre ce que vivent les gens là-bas à l'ombre de ce mur. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, parce que ça c'est vraiment quelque chose quand on est là-bas qu'on peut pas oublier 5 minutes, le mur. Et alors justement la chanson peut être, certains disent une arme, comme certains disent aussi que le dessin. Cabu disait aussi que le dessin était une arme, hein. Même si lui il n'aimait pas trop les armes. Mais est-ce que la bande dessinée peut aussi être utilisée? Parce que ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le film, quand sont repris certains dessins, c'est le côté dérisoire, c'est-à-dire que le français avec sa baguette de pain qui apparaît de temps en temps, ça m'a beaucoup plu, ça. C'est un peu le anti-héros. Ouais, c'est le mec qui en a rien à foutre, il se passe des choses autour de lui, il voit rien, il comprend rien. Bon, c'est une caricature du beauf d'une certaine façon, mais la bande dessinée, comme le dessin de presse, effectivement, Jacques Tardy peut véhiculer des idées. Sinon, je vois pas bien à quoi tout ça servirait. Alors moi, je fais pas du dessin de presse, mais essentiellement de la bande dessinée. Alors, ça devient plus compliqué parce que il y a tout un contexte éditorial, il y a un éditeur, Alors, moi, je fais en sorte que dans mes histoires, il y ait toujours quelque chose, même si c'est des adaptations de romans, peu importe, mais qu'il y ait des choses personnelles, des choses qui touchent justement ce qui est en train de se passer, ce qui se passe, ou ça dépend à quelle époque se situent les histoires. Mais par exemple, Adèle Blanc-Sec, qui est une série qui se passe au début du siècle, dans les années 1910-20, après la Première Guerre mondiale, j'essaie quand même de caser des préoccupations contemporaines. C'est-à-dire qu'elle ne va pas manquer de faire certaines réflexions qui peuvent être tout à fait contemporaines, qui sont anachroniques par rapport à l'époque à laquelle se déroule véritablement l'histoire. Donc c'est une façon, en racontant une histoire, pour embarquer les gens dans une ambiance, dans une direction, de profiter de ça pour en même temps dire ce qu'on a sur l'estomac, ce qu'on a envie de dire, ce qui paraît important, à tort ou à raison, mais que moi j'ai envie de dire. Alors justement, tu as beaucoup envie de dire aussi contre l'armée. Parce que j'ai vu que depuis tout ce que tu as fait sur la guerre de 14, et tu penses que justement tu arrives encore tout en dessinant des poilus, faire passer des idées qui ont encore un impact aujourd'hui, parce que la guerre elle menace toujours. En ce moment, oui, en ce moment plus que jamais, il faut prendre ça au sérieux, non? L'Ukraine et tout ça,
Mais ça, l'antimilitarisme, c'est pas la peine de me pousser trop pour sombrer dans l'antimilitarisme, avec un certain plaisir d'ailleurs. Traîner dans la merde ces braves gens. Quand je parle d'antimilitarisme, hein, c'est pas le poilu, c'est pas le soldat, c'est pas le pauvre type, c'est le commandement, c'est les officiers. D'ailleurs, dans mes histoires, il n'y a pas d'officiers, on voit pas les chefs, on voit ceux qui souffrent, ceux qui sont en bas, ceux qui sont dans la tranchée, ceux qui subissent et qui sont pris dans ce bordel et qui évidemment n'ont aucun moyen de s'en sortir. En face, il y a l'ennemi et derrière, il y a les gendarmes. Hein, donc c'est difficile de se tirer. Il y a eu des cas de désertion malgré ces barrières. Il y a eu des cas. Mais donc le gars qui est pris dans un tel piège et qui n'a rien à foutre là, c'est pas son problème. Il a été embarqué dans cette affaire malgré lui. Bien sûr qu'au début, il y a eu, paraît-il, un moment d'enthousiasme à Berlin, etc., etc. Il y a des photos où on voit des trains, les wagons bestiaux qui emmènent les soldats au front. Il y a marqué à Berlin, etc. Il y a la même chose du côté allemand, à Paris et tout. Bon, alors. Mais une fois passée cette période-là, quand les hommes ont pris conscience de l'horreur de la chose et où on les a placés, hein, ça va changer, la mentalité va changer. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce moment qui est après ce basculement et où il y a une prise de conscience et où, les mecs sont pas contents, sont vraiment pas contents. Les fusils, on va fusiller des gars tout simplement parce que quelquefois ils n'ont pas compris l'ordre qu'on leur a donné. N'oublions pas qu'il y avait des Bretons, qu'il y avait des Corses, qu'il y avait des gens qui ne parlaient pas, qui ne comprenaient pas le français. Certains n'ont pas compris l'ordre qui avait été donné. Alors on les a fusillés pour désobéissance, etc. Donc tout ça, c'est quand même tout à fait scandaleux. Et c'est ça que j'éprouve le besoin d'exprimer. C'est-à-dire la guerre vue au niveau le plus bas, quoi, du gars qui maîtrise rien. D'ailleurs, je crois que dans ces situations, on maîtrise rien. Donc, il faut beaucoup d'imagination pour, beaucoup, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, pour essayer de rendre cette espèce de comment dire, de révolte, d'écœurement des soldats, des types qui n'étaient pas faits pour être des soldats et qui se sont trouvés embarqués dans cette affaire-là. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer ça, de dénoncer ça. Alors, actuellement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore des tentatives justement d'embarquer des jeunes dans ces combats qui ne connaissent absolument pas, qui vont découvrir? Et là, en 14, c'est vrai que c'est vraiment aussi au moment du général Nivelle, quand ça a tourné, c'est-à-dire qu'ils se sont même retournés contre leurs commandants, contre leurs généraux. Mais aujourd'hui, alors, est-ce que c'est encore prégnant? Parce que nous, à l'Union pacifiste, on continue à se méfier, par exemple, du service national universel qui essaie d'embarquer les jeunes. Il y a eu une campagne de publicité il n'y a pas très longtemps. Hein. Il y avait des affiches, on voyait des garçons, des filles en uniforme. Alors je ne sais plus quel était le slogan, mais c'était bon, l'armée vous ouvre les bras, carrière vous attend. Enfin, je sais pas je me souviens plus des slogans. Mais oui, il y a vraisemblablement des jeunes gens qui peuvent tomber dans ce piège pour différentes raisons. Ne sont pas tous forcément des gens belliqueux à la recherche de la violence. Il y a aussi des situations
économiques qui vont amener un gars à s'engager. Moi, j'ai fait mon service militaire. Et je me souviens d'un sergent, un jeune sergent instructeur, qui nous faisait démonter un pistolet mitrailleur. Ça, il fallait qu'on le monte, qu'on le remonte, il nous chronométrait, etc. C'était un jeune type, on discutait avec lui, j'étais qu'avec des sursitaires. Hein. Je me suis retrouvé là justement parce que j'étais en fin de sursis et que je commençais à bosser, je commençais à éditer des trucs et je tenais pas à être envoyé pendant 107 ans à Perpète et tout. Je voulais rester à Paris. C'est comme ça que je me suis trouvé avec des sursitaires. C'était au mois de décembre que tout le monde était embarqué là. Et alors on avait discuté avec ce type qui était d'une famille nombreuse, pauvre. Au début on se foutait de sa gueule un petit peu parce qu'il nous disait oui le pistolet mitrailleur, la MAT, c'est la manufacture d'armes de Tulle. Le MAT, c'est le pistolet mitrailleur qui a fait la guerre d'Algérie, etc., etc. Bon, on avait ce genre de saloperie entre les mains. Et alors, un jour, il nous dit, on était en train de le démonter, il nous dit, c'est un beau bijou qui fait mal. Alors là, on a commencé à discuter avec lui et tout, mais c'était un pauvre type. C'était un pauvre type. Mais on l'a pas. Je veux dire, tout le monde avait tendance à se foutre de sa gueule. Ce qu'on a fait. Il faisait pas le poids, il était qu'avec des intellos. Oui. Et l'autre, il est là, un beau petit bijou qui fait mal. Alors bon, imagine bien que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Bon ben ça, c'est le genre de type, le genre de personne qui peut se trouver embarqué. Et puis voilà, après, on ne sait pas ce qu'il va devenir, peut-être un tortionnaire, peut-être rien du tout, peut-être qu'il va se faire buter dès la première heure de son arrivée sur le champ de bataille. Bon, alors il y a ça, il y a le côté humain, et puis il y a le côté propagande, il y a le côté, les affiches qu'on évoquait tout à l'heure, ça c'est un autre niveau, c'est l'État, le service militaire n'est plus obligatoire, très bien, mais ça peut prendre des formes détournées comme ça, où on va jouer sur les, comment dire, sur la misère entre guillemets, qui va amener des jeunes types à peut-être s'engager, j'en sais rien. À une époque, je ne sais pas s'il y a des statistiques ou quoi que ce soit, mais à une époque c'était séduisant. Bon, si on prend quand on parle du prestige de l'uniforme, hein, bon, mais ça, oui, mais là on est en 1900, les années 1900, avant la Première Guerre mondiale. Bon, maintenant c'est quand même un peu fini tout ça. Helmut Lindner, oui. Je suis une riveraine. Le cinéma La Clé, c'est mon cinéma depuis une vingtaine d'années. Et je fais partie aussi de l'occupation et pour défendre ce cinéma contre la vente vers le plus offrant, pour le transformer ensuite en ne sait pas quoi. Je pense qu'on peut difficilement choisir mieux que Dominique Grange et Tardy pour la lutte. C'est vraiment tous les deux, et ils sont un symbole de la lutte. C'est formidable et ça donne une énergie formidable. Et c'est pour ça que je trouvais que vraiment c'est leur place ici. Quand on voit le nombre d'années où elle est engagée dans les luttes et qu'en fait on a l'impression qu'il faudrait redoubler les luttes pour arriver à avoir un monde à peu près juste. Il y a quand même une sorte de tristesse. Oui, parce que la situation en France actuellement n'est pas tellement brillante malgré tous ces gens qui se sont engagés pendant des années. Mais c'est pas qu'en France. En fait, le problème c'est que c'est un peu partout dans le monde. Et
Mais voilà, on les Oui. entend passer, ils arrivent. Ils sont là. Non, mais c'est pas pour l'évacuation du cinéma. Non, parce qu'ils sont occupés maintenant avec les convois de liberté. Voilà. C'est peut-être aussi une chance pour le cinéma. Nous arrivons au terme de ce petit reportage sur la projection du film de Pedro Fidalgo, N'effacez pas nos traces, au cinéma La Clé, toujours occupé d'ailleurs, au moment où nous le quittons. Cela a été un symbole pour Dominique Grange, qui a souvent chanté dans des usines occupées, de se produire à nouveau sur un terrain de lutte. Alors nous espérons que cette fois, la victoire sera remportée par les artistes et leurs admirateurs. Ciao ciao et à la semaine prochaine.